Nous revenons avec nos invités avant de parler du Togo et des enseignants qui programment encore une grève. On continue un peu avec le sujet portant sur le Centrafrique. On parlait de l'ancien président François Bozizé qui est actuellement en N'Djamena, selon lui, dans l'attente d'un hypothétique dialogue. Magloire Teko Kenvi. D'abord, je note cette attitude de rébellion que développe l'ancien président Bozizé depuis un moment. J'ai l'impression qu'il n'a jamais digéré son renversement oui. de 2013. Or, on reconnaît clairement que ce pays, parce que justement les gens veulent mettre leur intérêt devant, et à un moment donné, ils veulent coûte et coûte combattre pour pouvoir récupérer peut-être ce qu'ils ont perdu. Voyez-vous, ce qui fait que ils ont développé ces groupes armés anti-Séléka d'un côté, Balaka, enfin c'est les Séléka d'un côté, les anti-Balaka, ce qui fait qu'on mène le jeu politique et parallèlement à ça, on arme des groupes, des groupes rebelles pour pouvoir les appuyer au cas où ils seraient en difficulté. Et ce qui fait que depuis là, ce pays était à la merci, n'est-ce pas, de ces individus-là qui se combattaient beaucoup plus pour leurs propres intérêts. Dieu merci, il y a eu un président qui est arrivé, Akan Touadéra, qui a pris les mesures qu'il faut pour pouvoir pacifier le pays. Et moi aujourd'hui je l'encourage vivement à aller dans ce sens. Ça aurait été d'autres belliqueux comme Bozizé, on aurait rapidement mis la main dessus. Peu importe les arguments qu'on va avancer. Parce que même si moi j'estime que c'est parce que le Tchad aussi, il a également ses problèmes. Le Tchad ne veut pas héberger un invité encombrant comme cela pour de longs moments. C'est pourquoi on a tout fait, même si on l'habille diplomatiquement, on lui a montré le chemin qui va vers lui. Maintenant il est revenu au pays. Le président Touadéra a montré donc sa grandeur d'esprit, que au-delà des personnes, il faut donner priorité au pays. C'est pourquoi moi je suis d'accord avec lui de faire les choses en telle sorte que oui, il est au pays, on annonce également les autres rebelles qui sont également au pays. Pourquoi ne pas profiter de ce temps-là pour ouvrir un dialogue avec eux, connaître véritablement leurs aspirations. Il craint pour sa sécurité aussi. Bozizé. Il doit craindre pour sa sécurité parce que ce qu'il a fait, ce n'est pas dans une démocratie, on ne peut pas admettre cela. Parce que le président, lui, n'a rien fait, mais lui également craint pour sa sécurité. Qui ça? Le président, tout le monde craint pour sa sécurité. C'est normal, mais je parle beaucoup plus de Bozizé. Vous avez voulu participer à une élection présidentielle. On a estimé que votre dossier n'était pas dans les normes. On vous a recalé et un mois après, vous organisez un groupe rebelle pour destituer le président légalement élu. Je dis dans une démocratie, ça ne peut pas être accepté comme cela. Mais c'est le même président qui t'accueille comme ça parce que il est beaucoup plus animé par cette volonté-là de mettre le pays devant. Donc, ce qu'il y a à faire aujourd'hui, c'est d'encourager tous ces acteurs centrafricains à aller dans le sens de l'intérêt général. Et c'est ce que le président Arkan Touadéra est en train de faire depuis un bon moment. Moi, il a mon faveur, je l'encourage à garder cette dynamique. Je crois que petit à petit, le Tchad va retrouver ses lettres de noblesse. La Centrafrique. Parce que ce n'est pas quand même normal qu'un État puisse perdre assez de terrain comme cela, au point où la sécurité présidentielle est officiellement, ou du moins d'une manière ou d'une autre, officiellement à la charge d'une puissance occidentale. Ce n'est pas où est donc l'autonomie d'un pays qui doit être la fierté en réalité d'un État. Donc si faire table rase sur le passé en acceptant que Bozizé puisse rentrer au pays et peut-être dialoguer avec lui, pourquoi pas? Moi je suis d'avis. Alors Adam Madjronou, on n'est pas à l'abri des surprises. On sait comment les rébellions se créent en Centrafrique. À partir du Tchad, François Bozizé aujourd'hui est au Tchad. On connaît également les liens historiques entre le Tchad et d'autres puissances. Je ne vais pas donner les noms.
Non, on peut toujours craindre. Oui, on peut toujours craindre parce que lorsqu'on sait, disons, les alliances qui se nouent entre les pays pour déstabiliser les pays entre eux en Afrique centrale, puisque c'est légion, c'est monnaie courante. Mais je pense que même s'il y a une divergence de vue en ce qui concerne les motivations qui militent en faveur de la présence de Bozizé au Tchad, je pense qu'il y a disons, un constat qui se dégage. C'est que nous sommes en face d'une réalité qui fait qu'aujourd'hui, la Centrafrique est en train de retrouver pratiquement les territoires perdus. Et je pense que cela s'explique par le fait que nous sommes en face des groupes armés qui sont pratiquement en débandade. Et ça voudrait également dire, si aujourd'hui les gens essaient un peu de s'exprimer sur qui est donc le meneur de cette disons, souveraineté retrouvée, là n'est pas le débat qui intéresse. L'essentiel est que la souveraineté soit retrouvée et que les Centrafricains puissent d'abord vivre en paix. Mais au même moment, je pense qu'il y a un autre constat. Est-ce que c'était une erreur politique qu'avait connue entre-temps le président Touadéra en faisant en sorte que les filles et fils de ce pays-là puissent se retrouver? Je pense que quelque part, il y a quand même à pouvoir analyser. Si l'on veut analyser, il faudrait quand même que lorsque vous constatez qu'en face que vous avez, disons, un adversaire qui est tellement encombrant, qui peut également, sur des motivations, revenir avec, disons, une forte volonté de pouvoir encore aller à la déstabilisation, c'est le moins de mal. Et aujourd'hui, je pense que s'il m'était donné aujourd'hui de pouvoir tirer les conclusions, je pense que oui, il avait tiré ou pratiquement avait commis une erreur monumentale par le passé en acceptant que Bozizé, qui du haut de sa capacité de nuisance, on savait ce qui quand même il peut encore présager dans ce pays-là. Et là, à partir du moment où il se trouverait au Tchad, peu importe, et lorsque le président dit qu'il n'est pas en posture de pouvoir négocier quoi que ce soit, étant donné qu'il essaie un peu de retrouver, disons, cette souveraineté, il n'a pas quand même de compte à rendre sur le fait qu'on puisse rassembler ces rebelles-là qui viennent perturber, mais il a un compte à rendre à la population centrafricaine qu'il a élue sur des principes d'un cahier de charges bien défini, et à la fin du mandat, il a à rendre compte à ces Centrafricains-là. Donc je pense que maintenir ces gens-là hors de la Centrafrique, c'est le moins de mal, qu'il faut d'ailleurs même apprécier. Et je pense que lorsque vous prenez d'habitude les autres présidents qui, dans leur déroulement politique, essaient de pouvoir dire que voilà, il y a des gens qu'on maintient hors du pays pour sauver une situation, sauver toute une population. Je pense que toute la conclusion est à tirer et personne ne commettra les mêmes erreurs, et même en Afrique de l'Ouest. On file directement à Lomé. La Fédération des syndicats de l'éducation nationale FESEN annonce une nouvelle grève dans les écoles togolaises. L'organisation syndicale exige que les décisions du ministre des Enseignements soient rapportées. Alors, Magloire Tekou, Kenvi, l'objectif de cette nouvelle grève, elle est claire, que les décisions du ministre de l'Enseignement soient rapportées. Oui, c'est ce qu'on a compris en lisant, n'est-ce pas, le courrier de la FESEN qui appelle une fois encore ses membres à une nouvelle grève. Mais dans l'ensemble, je pense qu'il y a lieu donc d'appeler les deux parties à mettre de l'eau dans leur veine, voyez-vous. Parce que, comme nous l'avons écrit dans notre parution de la semaine dernière, quand deux Gangatuya se battent, naturellement, il faut s'attendre que ça ait des conséquences sur les plus petits. Et les plus petits, dans ce contexte précis, c'est les élèves. C'est les élèves. Voyez-vous, c'est vrai, si on veut remonter dans le temps pour faire une analyse un peu diagnostique, et enfin, une analyse un peu approfondie, sur tout ce qui a été fait dans le cadre du secteur de l'éducation. Bon, on peut, même les enseignants le reconnaissent, que le gouvernement a fait de son mieux. Sauf que vous allez vous rendre compte qu'on s'en tient beaucoup plus à cette promesse faite par le gouvernement. Et c'est ça qui constitue le nœud du problème aujourd'hui. Mais le gouvernement dit également de son côté qu'en réalité,
c'est une promesse et on considère cela comme un acquis. C'est un acquis. Ce n'est pas Donc, on va pas agir sur la force. De temps, de priorité, de leur accorder le temps qu'il faut pour pouvoir les satisfaire. Et donc, véritablement, vous allez voir qu'il n'y a pas de problème en tant que tel. Il n'y a pas de problème en tant que tel. Peut-être un problème de timing, d'incompréhension. Les gens ne se comprennent pas sur la priorisation des actions. Mais si tel est le cas, alors comprenez-vous. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, on avait connu dans les années 2013, 2014, je crois 2015 aussi, des mouvements d'humains pas possibles dans le secteur de l'éducation. Ça a causé des pertes de vies humaines. Moi, je n'ai pas envie de revivre encore ce temps-là. C'est pourquoi moi, je dis oui. C'est vrai, les enseignants sont dans leur droit de faire une grève s'ils sont réellement dans les conditions. Le gouvernement également, j'estime, est également dans son droit pour dire si vous voulez aller en grève, il faut respecter le droit de grève, les dispositions prévues dans ce sens. Mais si vous respectez cela, allez en grève. Donc moi, je pense que aujourd'hui, là où nous sommes, il faut toujours éviter le bras de fer. Hein. Moi, je l'ai toujours dit, si vous me suivez depuis, moi, je ne cautionne pas des relations conflictuelles. Encore que entre le gouvernement et les enseignants, c'est une relation de partenariat. Ils sont toujours ensemble à jamais, quoi. Ouais. Et donc, si en famille, il y a un problème, il faut vous retrouver très vite pour vous entendre sur l'essentiel. Parce que pour moi, l'essentiel, c'est l'avenir des enfants. Et si on se bat, peut-être pour une question de priorisation, en oubliant nos enfants, c'est le drame dans cette histoire. Parce que n'oublions pas, oui, quand on perd en matière d'enseignement, on perd même 1 heure d'enseignement, c'est beaucoup de choses qu'on a perdues. Parce que s'il faut rattraper le temps perdu, on ne le fait pas comme si on n'avait rien perdu comme minute. Et là, les acteurs iront peut-être à galvauder le programme et tout, et ça va fausser les données. C'est pour ça, moi, partout où je suis, et quand ce débat se pose, j'appelle toujours les acteurs à se retrouver. Et là, je me réjouis déjà qu'à l'annonce de la deuxième grève de la FESEN, le gouvernement qui déjà avait appelé les acteurs à une sorte de table ronde ou de dialogue, a encore notifié à tous les acteurs de déléguer des membres pour pouvoir se retrouver vite dans ce cadre de discussion. Pour moi, je crois que c'est la meilleure approche. Et si tant est que les gens mettent un peu de l'eau dans leur verre, d'une part ou d'une autre, je crois que ça va également amener le gouvernement à revenir sur sa décision de remercier les directeurs qui étaient, n'est-ce pas, radiés ou du moins, comment ça se dit, les directeurs qui étaient remerciés l'autre fois parce qu'ils n'avaient pas suivi l'ordre de l'hierarchie. Je crois que c'est les hommes qui font les lois. Et s'ils se comprennent, cette décision, je crois que le gouvernement va revenir sur ça. Gervais Pouli, on a l'impression que le problème entre les enseignants et le gouvernement, c'est comme un problème entre un mari et sa femme. Un problème dans un couple, c'est un manque de communication, c'est l'impression que j'ai finalement. Non, je pense que cette fois-ci c'est un peu différent. Vous savez, avant, il y a au moins une solidarité entre les syndicats qui lancent le mot d'ordre de grève. Et cette fois-ci, vous avez dit, c'est la FESEN qui lance. Et il y a au moins 6 à 7 autres organisations centrales qui sont au sein d'un dialogue que le gouvernement a voulu permanent. Donc quand c'est une seule entité, et vous avez vu le succès de la première grève, il n'y a pas eu un grand succès, même si la FESEN présente ça comme un succès. Elle crie au succès. Si ça avait été un succès, elle aurait reconduit ça pour suivre les autres jours, comme prévu. Maintenant, ça crée une situation que les uns et les autres en déplorent. C'est un peu le fait en décharge de leur fonction de directeur. Finalement, c'est un peu plus de 1200 directeurs. Mais en même temps, est-ce que le ministre est dans son droit de les décharger de ce poste-là et de les laisser? En fait, ils ne sont pas virés, mais ils n'ont plus la responsabilité d'être directeur, parce qu'un directeur est différent d'un enseignant. Il a des responsabilités beaucoup plus lourdes et plus importantes, surtout dans des situations de grève. Et donc, ça fait que ces enseignants-là, directeurs,
ont été démis de leur poste. Certains même ont été déjà remplacés. Il y a une vingtaine d'entre eux qui ont été déjà remplacés. Aujourd'hui, la FUSEN lance une autre grève pour demander que le ministre retire un peu sa note. Je crois que c'est encore une occasion ratée parce qu'il y a un cadre de dialogue qui fonctionne et au sein duquel tous les sujets sont versés. Le gouvernement aussi n'a pas attendu ce cadre de dialogue avant de prendre sa décision. Non, le gouvernement a déjà dit que la grève est illégale et le ministre a écrit à tous les directeurs pour leur dire d'être là. Le directeur est différent de l'enseignant. C'est-à-dire que c'est comme à l'hôpital, on peut faire la grève, mais il y a certains médecins et infirmiers qui vont travailler. Même s'ils disent qu'ils font la grève, il y a un service minimum qui est assuré. C'est un peu ça. Le directeur, c'est lui qui a la charge de l'école. C'est à lui on a remis l'école. C'est comme le gardien de l'école et le ministre estime que lui doit être là. Même si... S'il ne vient pas, c'est comme s'il a pris position. Non, il ne peut pas ne pas venir, puisqu'il est le gardien. C'est comme je parlais de l'hôpital. Les médecins disent qu'ils vont en grève, mais il y aura toujours des gens à l'hôpital. C'est parce qu'ils savent qu'il y a des gens qui viendront à l'hôpital qui n'ont rien à faire avec cette grève et qu'il faut sauver. Sinon, ils peuvent faire une grève sèche pour dire on ferme l'hôpital, on ferme. Non, le directeur, c'est un peu ça. C'est lui qui répond au nom de l'établissement. Et quand il n'est pas là, alors que c'est lui qui doit d'abord rendre compte de ceux qui sont allés en grève ou pas, puisque ce n'est pas tous les syndicats qui ont lancé la grève. Ça veut dire que certains viendront, puisque la grève ne vient pas de leur centrale. Et la grève aussi est libre. Certains, quand vous ne venez pas, il y a des conséquences sur le salaire. Certains n'ont pas envie qu'on leur enlève une journée sur leur salaire pour une grève qui aurait pu être évitée et dont les conditions ne sont d'ailleurs pas remplies et qui est une grève qui est illégale, qui a été reconnue finalement par les responsables de la FUSEN. Donc moi je crois qu'il y a une occasion qui a été ratée par la FUSEN, c'est de faire de ce cadre-là. On n'a pas besoin de conflit dans le milieu du travail. À partir du moment où le gouvernement a eu la bonne volonté de mettre tous les acteurs, tous les problèmes peuvent se discuter. Vous savez, si la rentrée scolaire a été un succès, c'est parce qu'il y a eu ce cadre de dialogue où les gens ont discuté pour se dire, bon, allons-y. Et cette question de gratification spéciale, on sait ce que c'est. Donc, je crois que la FUSEN a joué sur un terrain en solitaire. Et ce qui a fait que la grève n'a pas vraiment réussi, à part dans certains coins du pays. Et aujourd'hui, elle lance une autre grève, alors que pour demander qu'on retire cette décision-là, on peut mettre cette demande-là sur une table de discussion. Il y a des discussions qui sont déjà programmées. Mais vous attendez, vous venez avec ça. Puisque vous êtes invité à ces discussions, vous venez. Bon, maintenant, à la grève, on attendra de voir si elle va réussir ou si elle connaîtra le sort de la précédente. Mais le constat est que, Magloire l'a dit tout à l'heure, il y a eu des périodes où on a fait beaucoup de grèves. Et le constat est clair, c'est que trop de grèves tue la grève. Aujourd'hui, quand les travailleurs annoncent une grève, le gouvernement ne se précipite pas pour aller les chercher comme avant la nuit, au moins pour dire qu'il faut surseoir à cette grève. Et puis dans ce domaine-là, tous les Togolais savent quand même qu'il y a de gros efforts qui ont été consentis. Aujourd'hui, les enseignants sont les fonctionnaires les mieux payés du Togo. Ça, c'est une réalité. Vous avez le même diplôme, vous enseignez, vous gagnez plus que les autres. Et donc, il y a une partie des enseignants aujourd'hui dont on ne parle pas beaucoup. Ce sont les volontaires et tout ça. On aurait bien voulu. Donc, je crois que cette grève-là, la FUSEN aurait mieux fait d'apporter ce problème-là dans le cadre qui va s'ouvrir et qui va parler de tous les problèmes de l'éducation. Maintenant qu'elle est déjà lancée, bon, on attend de voir ce que ça donnera. Ce qui est à l'origine de tout ça, là, Adam Adjornou citait les gratifications spéciales comme Germain Poulier l'a dit tout à l'heure. Oui, peut-être les enseignants ont fauté en allant à la grève, mais également le gouvernement n'a pas eu à communiquer, parce que quand vous faites une promesse et qu'à un moment donné la promesse n'est pas tenue, vous n'êtes pas sorti pour dire voilà pourquoi on n'a pas tenu à la promesse. Finalement, les enseignants, eux, ils disent que cette promesse aussi ne sera pas tenue, d'où la grève. Non, c'est pas vrai, c'est totalement une désinformation. Vous savez, le secteur de l'enseignement est ce secteur-là qui réclame une certaine proximité avec
la profession que nous exerçons, parce que lorsque vous prenez la quasi-majorité d'entre nous, et c'est un peu pour rogner les cônes, de s'adonner donc à la craie. Donc nous partageons véritablement un certain nombre de sacrifices consentis au niveau de ces acteurs-là, mais également au niveau du gouvernement. Et je rappelle très bien que nous avons aussi bien beaucoup de parents, beaucoup d'amis. On essaie véritablement donc d'échanger. Au niveau même des analyses que nous faisons ici, beaucoup nous appellent, on connaît aussi beaucoup. Mais au même moment, nous pensons qu'à un moment donné, il faudrait quand même qu'on ait le triomphe modeste, à pouvoir véritablement bien lire dans les lignes. Parce que vous savez, c'est vrai, moi, je ne me retrouve pas lorsque nos attitudes, je veux parler de ces enseignants-là, conduisent quelquefois à un regard fâcheux du premier autorité, en l'occurrence le chef de l'État, qui, je le rappelle, en 2015, moi je pense que c'était dans une localité de Tchaoudjo, ça doit être à la Héride, où le chef de l'État sans langue de bois, en période de campagne, a essayé de pouvoir dresser, disons, le tableau des efforts consentis et a dit clairement aux enseignants, nous sommes en période électorale, vous pouvez véritablement voter pour qui vous voulez si vous estimez que ce que je fais n'est pas bon. Il a repris la même chose au niveau de Dapaon, où il a estimé que Dapaon de 2010 n'est pas de Dapaon de 2015. Et là, nous voyons du facteur qui est là, qui le prouve à suffisance. Donc je pense que je faisais partie de ceux-là. Et lorsqu'il y a eu des grèves en 2015, où les enseignants, pour des principes établis, lorsque vous y allez en grève, il y a la question de précompte qu'on affecte sur vos salaires. Non seulement ils sont allés en grève et ont obtenu ce qu'ils voulaient, mais sont menacés encore d'aller en grève pour ces histoires de précompte. Mais je me suis dit, nous voulons bâtir quel genre de république où on essaie un peu d'établir des tests et qu'on refuse délibérément de pouvoir donc respecter. Nous sommes dans le cas de figure où pratiquement, eux, la chance qu'ils ont eue, puisque moi, là où j'essaie un peu de condamner le gouvernement, c'est en fait sur le nouveau code, où on n'a pas eu véritablement communiqué suffisamment là-dessus. Et c'est ce qui d'ailleurs même fait prendre conscience à ceux-là qu'on peut ressusciter en réalité certains actes posés par le passé, à chaque moment, dans le temps présent. Or, nous ne sommes plus en fait des mêmes acteurs. Nous avons un code qui essaie de guider. Et je rappelle, ça c'est un autre débat, ce code-là ne donne aucune possibilité à l'employé. Ça, c'est un autre débat. Et là, je pense que ces acteurs-là devaient quand même posséder ce code-là et savoir que les actes qu'ils sont en train de poser aujourd'hui sont suicidaires. Moi, hier, j'ai titré dans le journal que nous avions sorti aujourd'hui, je dis les invectives suicidaires de ces enseignants-là. Malheureusement, pour eux, ils sont en face de deux ministres qui aiment les défis. C'est vrai que ce sont des ministres que, moi, au regard de certains discours, de certaines sphères, vous comprendrez que ce sont des gens qui sont plus ou moins simples. Lorsque vous voulez véritablement comprendre que le cheminement engagé n'est pas bon, ils vous comprennent. Mais lorsque vous voulez des défis, ce sont des gens qui aiment trop les défis. Et là, je pense que c'est un article qui serait déjà sur notre site où mon rédacteur en chef dit, après avoir sacrifié près de 1300 directeurs, la FESEN est en route de sacrifier encore quelques-uns des enseignants. Parce que ces enseignants-là essaient un peu de regarder par le passé, estimant que les mêmes attitudes qu'on a entrepris par le passé peut encore donner des fruits aujourd'hui. En disant que voilà, l'effet de masse même. Or, lorsque vous interrogez individuellement ces enseignants-là, ils vous disent véritablement autre chose que ce que la masse essaie un peu de les propulser à faire. Et moi, je dis aujourd'hui, ils sont sur une pente assez glissante. Si tel est que, bon, heureusement que certains, avant de lancer cette grève-là, on avait discuté pour ceux-là. Moi, je les ai dit clairement que, regardant le nouveau code, il serait suicidaire d'observer cette grève-là parce que je sais que cette conséquence-là, et surtout que ces ministres-là ont pris soin de pouvoir donc vous notiez les articles qui ne vous permettent ou de rendre illégale cette grève-là. Or, lorsque nous voyons les autres, ils n'ont pas eu la chance qu'on puisse leur dire que voilà les pas que vous posez et ça conduit véritablement donc à leur chute. Et je pense que la FESEN est dans une erreur monumentale, puisqu'en disant que le ministre Kokoroko a pris une décision impopulaire, je pense qu'il y a des raisons factuelles qui puissent permettre de dire qu'entre le ministre Kokoroko et eux,
qui a pris donc une disposition impopulaire, puisque eux ils sont sur une table de discussion où ils sont au moins 5 ou 4, et que vous passez outre, disons, la solidarité d'ensemble de ces syndicats-là pour poser un acte. Je pense que l'impopularité est plus du côté de la FESAN que du côté du professeur Kokoko. On va trouver un consensus après la grève ou avant la grève? Bon, non, je crois que, comme à la précédente grève, le gouvernement a laissé faire. Après, il y a eu cette rencontre. Donc là, il y a une rencontre qui est prévue. Ceux qui veulent aller en grève, c'est leur droit. Mais il faut qu'ils respectent les conditions. Je pense que c'est ce que le gouvernement lui dit. Maintenant, quelle est l'utilité même d'aller en grève dans les pays comme les nôtres? Alors, je crois, vous savez, au Bénin, toutes ces grèves, dans le milieu de l'enseignement surtout, ont amené le président et l'Assemblée à faire voter des lois pour limiter carrément le droit de grève. Aujourd'hui, au Bénin, vous ne pouvez pas faire la grève plus de 10 jours dans l'année parce qu'il y a eu des exagérations. Nous sommes des nations pauvres, des nations dans lesquelles on doit travailler pour se développer. On doit travailler en former une élite. C'est là le rôle de l'école. Et le gouvernement en a fait vraiment une priorité. Vous savez, la dernière rencontre en Grande-Bretagne sur l'éducation, on demandait à tous les pays de mettre au moins 25% du budget consacré à l'éducation. Le Togo en faisait déjà beaucoup plus de 30% depuis, et le gouvernement continue à en mettre. Les enseignants savent au fond d'eux qu'ils ont aujourd'hui les meilleures conditions au niveau des fonctionnaires de l'État. Il y a des problèmes aussi à régler, des infrastructures, la formation, il faut des recrutements, tout ça. Il faut aussi régulariser la situation de certains enseignants comme les volontaires et tout cela. Le gouvernement souhaite que tous ces points-là soient discutés dans le cadre d'un dialogue. Pas un point sur une gratification exceptionnelle qui n'est qu'un cadeau que l'État veut faire aux enseignants, qui n'est pas une prime, ce n'est pas un droit. L'État estime... Mais c'était une promesse. Oui, l'État estime que les enseignants ont bien géré la Covid, qu'il faut leur faire un cadeau qui est une gratification exceptionnelle dès que les moyens le permettront. Donc je pense que la FESAN est sortie un peu du lot. Et ce n'est pas la tendance, elle n'est pas majoritaire. C'est un peu ça qui est un peu décevant. Mais comme on dit, le gouvernement est le papa des enseignants, quoi qu'on dise. Maintenant, le ministre a tiré un peu l'oreille. On espère que ça ne va pas aller trop loin. Peut-être que le papa va revenir sur ça. Ramener ce sujet-là sur une table de discussion et qu'ensemble, même avec les syndicats qui n'ont pas fait la grève, qu'on plaide en faveur de ces directeurs-là, si ce n'est pas trop tard pour que le gouvernement essaie de faire quelque chose. C'est tout ce qu'on peut espérer en 30 secondes. Oui, c'est tout ce qu'on peut espérer. Moi, j'ai déjà dit ce que je pensais. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne va pas aussi vouloir juger les gens. Tel parti a raison, tel parti a tort. Je ne crois pas que ces genres de propos aussi sont à même de régler la situation. Au contraire, plutôt, ça va peut-être encore frustrer une partie qui va peut-être mettre encore une nouvelle couche et ça va encore créer d'autres problèmes. Donc ce qu'il y a à faire aujourd'hui, comme les uns et les autres l'ont dit, c'est que oui, le droit de grève, c'est un droit constitutionnel. C'est vrai, comme Germain l'a dit, le Bénin a ses réalités, mais le Togo aussi a ses réalités. C'est la Constitution qui donne le droit à chacun d'exprimer, n'est-ce pas, son mécontentement à travers la grève. Mais sauf qu'il faut veiller à ce que ce droit-là soit exprimé dans l'ordre établi par les lois du pays. Et je crois que c'est ce que réclame le gouvernement également. Maintenant, si les enseignants s'assurent que nous sommes dans les règles pour pouvoir réclamer nos droits, ben, allez-y. Mais moi, je voudrais que tout ceci se fasse dans une ambiance normale, mais pas dans une sorte de conflit. Parce que, comme je le dis, entre le gouvernement et les enseignants, c'est une relation de partenariat. Ils sont appelés à cheminer ensemble. Et des problèmes, il y en aura toujours. Donc, le plus important, c'est que quand il y a un problème, il faut se surpasser pour trouver les solutions idoines.
Et je crois dur comme fait que la décision prise par le gouvernement à travers le ministère en charge de l'enseignement primaire et secondaire, je la conçois beaucoup plus comme une mesure dissuasive Merci. pour pouvoir amener aussi les enseignants à mettre de l'eau dans leur vin. Et comme ils vont se retrouver très prochainement, j'estime que à la fin, toutes les parties reviendront à de meilleurs sentiments et que le Togo puisse gagner à la fin. Merci beaucoup à vous. Oui, c'est fini. On a pris du temps même. Merci beaucoup à vous. Le sujet est là, on va pouvoir en discuter. Adam Adjeronou. Merci à vous, Adam Adjeronou, directeur de publication de Vision d'Afrique. Merci également à Germain Pouli, directeur de publication de Togo Réveil. On dit également merci à Magloa Teko, Kenvi, rédacteur en chef de Flambeau des démocrates. Merci également à vous. Une pensée spéciale à qui a Dimas Dikodo. On pense à vous. À très bientôt.